reprendre la séance. Donc hier, nous avons surtout évoqué l'œuvre de Fulbert et la crypte. Là, on va un petit peu s'élever et analyser, voir la cathédrale gothique. Donc cette cathédrale gothique qui a fait l'objet de travaux de restauration très importants depuis au moins une dizaine d'années. Et on a vraiment sous les yeux maintenant une vision tout à fait nouvelle de la cathédrale. Et aussi scientifiquement, les archéologues aussi observé le chantier, et donc avec des apports extrêmement importants. Donc on va évoquer tout ça ce matin, donc en donnant la parole d'abord à la maîtrise d'ouvrage, donc Anne Hemps, qui est conservateur régional des monuments historiques, et monsieur donc Daniel Alazard, ingénieur du patrimoine, et qui vont évoquer ces restaurations, c'est ça, récentes, et puis toutes ces perspectives nouvelles. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Je vois que même un samedi matin, vous restez motivés et mobilisés. Je vous en remercie chaleureusement. Je tiens également à remercier très très chaleureusement les organisatrices de ce colloque, que sont Irène Jourdeuil et Fabienne Audebran, assistées de Gaëlle Massot, qui ont vraiment fait un travail formidable pour que ces 2 journées puissent se tenir. Donc, qu'elles en soient remerciées. Alors, ce matin, donc, on va débuter cette matinée avec effectivement des considérations un peu plus concrètes et pragmatiques que celles qu'on a vues hier. On va revenir donc sur la maîtrise d'ouvrage de l'État sur les cathédrales, comment on monte une opération de restauration, et on fera également un petit balayage des quelques chantiers récents, emblématiques, qui se sont déroulés à la cathédrale, mais également, Philippe l'a bien dit, les perspectives et les chantiers à venir. Je vais en fait, en quelque sorte, un peu mettre en image les propos de ma directrice hier matin en ouverture. Je ne sais pas si vous avez encore en tête son discours. Elle a bien rappelé les missions de l'État sur les cathédrales. Je me permets donc de rappeler que l'État est propriétaire en France de 87 cathédrales ainsi que de la basilique Saint-Nazaire à Carcassonne, l'église Saint-Julien à Tours, donc dans la région centre également. Ces édifices donc sont confiés au ministère de la Culture, qui en assure leur conservation, restauration, mise en valeur, et la gestion domaniale est assurée par le Centre des Monuments Nationaux, au terme d'une convention signée en 1998 et renouvelée très récemment en 2018, si je ne dis pas de bêtises. L'État en région est représenté par les directions régionales des affaires culturelles, c'est le ministère au niveau régional. Et au sein des directions régionales des affaires culturelles, il y a 2 services en particulier qui ont la charge des cathédrales, ce qu'on appelle les conservations régionales des monuments historiques. Et moi-même, je suis donc chef du service de la conservation régionale des monuments historiques de la région centre, mais également un autre service placé au niveau départemental, que sont les unités départementales de l'architecture et du patrimoine, qui ont en charge plus particulièrement l'entretien, mais également la délicate question de la sécurité de nos cathédrales. Alors, en DRAC Centre, nous avons la responsabilité de 5 cathédrales, mais également de l'église Saint-Julien de Tours, qui a quasiment la taille d'une cathédrale, donc 6 grands édifices. Et au sein de la conservation régionale des monuments historiques, en fait, il y a 3 personnes essentiellement qui s'occupent quasiment quotidiennement de la cathédrale de Chartres, l'ingénieur du patrimoine qui est à ma droite, Daniel Alazard, la conservatrice des monuments historiques que vous connaissez tous, je pense, Irène Jourdeuil, assistée de Fabienne Audebran, qui est chargée d'études documentaires, mais également conservatrice des antiquités et objets d'art. Pour l'UDAP d'Eure-et-Loir, l'architecte des bâtiments de France est assisté d'une technicienne des bâtiments de France, dont le nom également a été cité hier, Lynn Spindler, qui fait un travail formidable également quotidiennement.
Donc en gros, ce sont 4 personnes pour gérer un paquebot, un vaisseau comme la cathédrale de Chartres. Quelques rappels de l'engagement financier de l'État pour la restauration de la cathédrale. Il me semble important de rappeler en fait les grandes phases de chantier et les sommes qui ont pu être investies depuis 2008, qui est finalement la date de commencement, on va dire, de la restauration intérieure de la cathédrale de Chartres. Depuis cette date, les chantiers ne se sont jamais interrompus, hein, ils se sont enchaînés toutes ces années, alors engendrant peut-être certains désagréments par le fait de la présence des échafaudages quasiment en permanence dans l'édifice. Mais ces différentes phases de chantier ont permis un regard complètement renouvelé sur la cathédrale, une présentation de l'édifice qui n'a plus rien à voir, puisqu'elle est passée de l'ombre à la lumière, si je puis dire les choses de manière un peu caricaturale. C'était un édifice sombre, gris, empoussiéré, voire encrassé, et qui est devenu l'édifice lumineux que vous pouvez visiter aujourd'hui. Alors, tout cela a un coût. Vous voyez l'addition en bas de la page. Ces différentes phases donc, qui se sont succédées, pour un montant, si on tient en compte des budgets à venir pour 2025 et 2026, on sera à 34,6 millions d'euros pour obtenir une cathédrale dont les intérieurs auront été quasiment intégralement restaurés, que ce soit les maçonneries, les vitraux, voilà, pour avoir une présentation totalement renouvelée, mais également le tour de chœur et la restauration du buffet de l'orgue et la création d'un nouvel instrument. Si on se projette un tout petit peu d'un point de vue financier dans les années à venir, on a de très grosses opérations en perspective, des opérations importantes pour la conservation et la sauvegarde de l'édifice. Tout d'abord, si on veut vraiment terminer la restauration intérieure, c'est la restauration des bas-côtés de la nef, la restauration de la chapelle de Vendôme, et également un très très gros morceau qui est la restauration de la tour Jean de Beauce. Vous voyez, on est quasiment à 15 millions d'euros. Ce sont des chantiers colossaux et on arrivera à un montant total, si on mène à bien toutes ces opérations, en 2032 à 55 millions d'euros. 56 millions d'euros. Je vais passer la parole à mon voisin qui va vous décrire un petit peu les différentes étapes pour réaliser ces opérations de restauration. Merci. Donc les étapes d'une opération de restauration, déjà plusieurs acteurs. En tout premier lieu, le maître d'ouvrage qui a la charge de définir les besoins et en assure le financement. Il conclut les marchés publics ayant pour objet les études et l'exécution des travaux de l'opération. La directrice régionale des affaires culturelles, donc la DRAC, est par délégation du préfet de région, maître d'ouvrage et pouvoir adjudicateur des travaux de restauration engagés au sein de son service sur les monuments historiques appartenant à l'État, donc ministère de la Culture. Un deuxième acteur, le maître d'œuvre, c'est l'architecte donc, qui conçoit le projet. Pour les cathédrales, l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent est missionné par la Conservation régionale des monuments historiques pour la réalisation des études, la direction et l'exécution des travaux. Pour Chartres, donc, la cathédrale Notre-Dame, c'est l'agence de Marie-Suzanne de Ponto qui a la charge des opérations de conservation et de restauration. Troisième acteur essentiel, les entreprises qui ont la charge de l'exécution des travaux. De nombreux corps d'État sont mobilisés, maçonnerie, pierre de taille, charpentiers, couvreurs, maîtres verriers, ferronniers, restaurateurs de décors peints, de sculptures, archéologues, entreprises spécialisées pour l'implantation d'échafaudages. Là, je vais faire le détail des principales étapes d'une opération de restauration.
Donc, tout d'abord, le point clé, c'est la définition des priorités sanitaires sur le monument et quelquefois qui sont concomitantes à sa mise en valeur. C'est de la compétence donc, de la conservation régionale des monuments historiques et de l'architecte des bâtiments de France, qui est le conservateur de l'édifice. Il s'agit de définir les besoins, de hiérarchiser la priorité donc, au regard de la sécurité des biens et des personnes, notamment les espaces ouverts au public, et également sur les interventions qui relèvent de la conservation patrimoniale du monument. La deuxième étape, quand on décide de lancer une opération, c'est donc de réaliser l'étude de diagnostic qui est confiée à l'architecte en chef des monuments historiques. Et donc la conservation régionale des monuments historiques définit le périmètre d'intervention. Les attendus de l'étude comprennent donc un état des connaissances historiques, une synthèse des connaissances documentaires, notamment afin de connaître l'antériorité des travaux qui ont été réalisés, localisation, consistance des travaux, voilà, afin d'avoir tous ces éléments de connaissance. Une étape qui concerne les relevés donc en plan, en coupe, en élévation. Un état sanitaire approfondi qui va permettre de définir les pathologies qui affectent le monument. La définition d'un programme de travaux qui, suivant son ampleur, va être découpé en tranches fonctionnelles. Et puis, dernier point, pour ces études de diagnostic, une estimation financière des travaux par tranche et par lot. Là, c'est déjà un délai, suivant la consistance de l'étude, c'est déjà un délai de 8 à 10 mois, sans compter l'instruction d'études. Donc ces études font l'objet d'une instruction commune donc, des services patrimoniaux de la DRAC avec l'inspection des monuments historiques. Des recommandations peuvent être formulées pour orienter les attentes des études d'avant-projet. Troisième étape, la programmation des crédits, qui est une étape essentielle. La conservation régionale des monuments historiques programme les crédits nécessaires au démarrage de l'opération. En premier lieu, les études. Cette programmation est établie en fonction des enveloppes financières disponibles, avec une projection sur les différentes phases de l'opération, mais également en fonction des priorités qui sont définies au regard des besoins sur les 5 cathédrales de la région Centre-Val de Loire. Quatrième étape, la mission de maîtrise d'œuvre. L'architecte en chef des monuments historiques est missionné pour réaliser les études. Elle se décompose en plusieurs phases. Les études d'avant-projet, de sommaire, d'avant-projet définitif, les études de projet. Chaque étape permet de définir plus précisément le programme de travaux et les techniques qui seront mises en œuvre, le phasage, le découpage en lots et le coût, qui au final sera accepté par le maître d'ouvrage pour lancer l'opération, ainsi que le calendrier d'opération. Vient ensuite l'étape de la constitution du dossier de consultation des entreprises. C'est l'élaboration du dossier technique qui sera soumis aux entreprises lors de l'appel d'offres. Cinquième étape donc concerne l'appel d'offres, la sélection des entreprises, attribution des marchés. Ces différentes étapes sont mises en œuvre par la conservation régionale des monuments historiques. La sélection des entreprises est établie sur la base de la compétence et la qualification des intervenants, sur l'analyse de leur mémoire technique et sur le prix de l'offre. À l'issue, un classement est donc établi et l'offre économiquement la plus favorable est retenue, cela pour chacun des lots composant le programme d'opération. Et enfin, la phase d'exécution des travaux peut s'échelonner sur plusieurs années en fonction de l'importance de l'opération. C'est l'architecte en chef qui dirige les travaux en partenariat avec la CRMH, donc Conservation régionale des monuments historiques, qui assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération et le contrôle scientifique et technique. Merci Daniel. Et donc vous avez compris qu'à Chartres, c'est mon voisin qui assure la conduite d'opération sur la cathédrale de Chartres. Et je pense qu'on peut le féliciter pour l'extraordinaire travail qu'il a accompli toutes ces années et la transformation de la cathédrale. Je me permets juste un petit complément. Pardon, j'ai oublié de préciser une chose sur le financement, sur les 34 millions d'euros qui ont
permis la transformation de l'édifice, je me dois de préciser qu'une partie vient également du mécénat que nous avons la chance d'avoir sur la cathédrale de Chartres, 3 millions d'euros de mécénat pour la restauration de la cathédrale. Et évidemment, j'adresse mes remerciements aux mécènes. Alors, on va maintenant balayer rapidement les chantiers les plus récents, donc mettre en image les chantiers de ces dernières années, les plus emblématiques. Alors, je ne remonte pas jusqu'à 2008 parce que ça serait probablement un peu trop long. Juste vous remettre en tête quelques chantiers de restauration de ces dernières années, dont le Tour de Cœur, qui justement a bénéficié d'un mécénat extrêmement généreux pour la restauration du lot de sculptures. Là, je vous montre une photo avant, évidemment, sa restauration. C'est un chantier qui s'est déroulé entre 2017 et 2022 et qui a permis vraiment la redécouverte et la transformation de cet extraordinaire morceau de sculpture. Quelques photos pour illustrer le avant-après, qui fonctionne assez bien d'un point de vue pédagogique. Et voici le Tour de Cœur après restauration. Cette restauration a également fait l'objet d'un accompagnement archéologique qui a permis également de pouvoir avancer et enrichir la connaissance de l'édifice. Il faut souligner que la plupart des chantiers de restauration sur la cathédrale de Chartres font l'objet d'un accompagnement d'archéologie du bâti et qui permettent une vision renouvelée de son histoire et de son architecture. Encore plus récent, certains d'entre vous étaient présents pour l'inauguration du Trésor en septembre 2024. C'est l'aménagement du Trésor qui s'est étalé vraiment dans la durée, entre 2017 et 2024. Le Trésor, je vous le rappelle, était fermé depuis le début des années 2000 pour des raisons sanitaires. Les conditions de conservation préventive n'étaient pas réunies pour pouvoir continuer d'ouvrir ce Trésor. Et donc, à la suite des études que vous a détaillées Daniel à l'instant, on a pu lancer ce chantier en 2017, à commencer par la restauration extérieure de cette chapelle, pour assurer le clos, le couvert, évidemment l'étanchéité de la chapelle. C'est un chantier qui a été fait sous la direction, sous la maîtrise d'œuvre de Marie-Suzanne de Ponto. Puis ensuite, un projet de muséographie et de présentation des objets extrêmement complexes qui avait d'abord été réfléchi par le prédécesseur de Madame de Ponto, Patrice Calvel, et ensuite repris par Madame de Ponto. Un trésor donc qui se présente sur deux niveaux. À la chapelle haute, c'est plutôt l'orfèvrerie, le trésor tel qu'on peut traditionnellement se l'imaginer, les textiles, toutes les pièces d'orfèvrerie, et dans la chapelle, la salle capitulaire, plutôt le lapidaire, notamment les statues colonnes et la présentation du jubé. Là encore, le avant-après est extrêmement parlant. Voilà quelques photos anciennes de l'ancienne présentation du Trésor. Et alors, en haut, c'est l'ancienne présentation. Ici, le Trésor en cours de chantier. Je vous montre également des planches issues des études d'avant-projet et des détails de la réalisation finale, la création de Bangaïja et quelques détails également de peinture murale dont il sera question après notre communication. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais là encore, le avant-après est assez éloquent. Ici, un détail, la représentation de la cathédrale, a priori la plus ancienne représentation de la cathédrale gothique. Irène et Fabienne vont revenir dessus tout à l'heure, donc je ne dévoile pas le contenu de leur communication, bien sûr, et quelques photos intérieures qui vous montrent la nouvelle présentation. C'est, je pense, une très grande réussite que ce chantier d'aménagement du Trésor, avec évidemment une présentation totalement renouvelée. Un chantier en cours,
Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2023, excusez-moi, parce que c'est toujours en cours. C'est la restauration des 2 transepts nord et sud de la cathédrale. On a commencé par la partie sud en 2021 et c'est un chantier qui a fait l'objet de crédits du plan de relance. Christine l'a rappelé hier, Christine Diacon l'a rappelé hier, c'était la plus grosse opération plan de relance pour le patrimoine à 6,8 millions d'euros. Aujourd'hui, le transept sud est terminé et l'échafaudage a basculé côté nord. Là encore, quelques photos pour illustrer cette campagne de travaux. Concerne la restauration des parements, la restauration des vitraux, et qui fait aussi l'objet d'un accompagnement de la part des archéologues du bâti. Autre chantier en cours, quand vous visitez la cathédrale, vous pouvez apercevoir l'échafaudage assez spectaculaire. C'est la restauration du buffet de l'orgue et la reconstruction de l'instrument. Je vous montre quelques photos du dégagement de la polychromie du buffet de l'orgue. Alors, c'est une polychromie qui n'est pas médiévale, qui est du XVIIe siècle, mais qui fait apparaître cette très belle couleur miel qui contraste évidemment par rapport à la couleur chocolat assez en plus empâtée qui recouvrait précédemment le buffet de l'orgue. Voilà pour les chantiers de ces dernières années et les chantiers actuellement en cours. Je repasse la parole à mon voisin pour les chantiers à venir. Donc, concernant les chantiers à venir, plusieurs étapes. Pour finaliser la restauration intérieure de la cathédrale, donc, il reste donc, les bas-côtés nord. Retour sur le transept, sur les bas-côtés du transept nord, mais également en symétrie au sud. Donc ça va faire l'objet d'une première opération. La chapelle Vendôme, ici, et puis la tour Jean de Bosse, telle qu'elle a été évoquée. Concernant les bas-côtés, donc, en fait, les opérations concernent bien sûr le nettoyage, la restauration des enduits, des décors à faux joints, et puis bien sûr les décors des clés de voûte, le nettoyage à nouveau des vitraux, leur doublage extérieur avec une verrière de doublage pour leur protection. Donc tout ça c'est l'opération qui va se faire sur ces 2 bas-côtés. À suivre donc l'opération qui a été évoquée sur la chapelle de Vendôme, qui est construite hors œuvre donc au XVe siècle, côté sud, et qui est enchâssée entre 2 contreforts. Donc là, c'est une opération qui concerne la restauration des sculptures sur les parements extérieurs, mais également toute la partie décor intérieur, qui concerne donc les peintures des décors 19e, les vitraux avec leur doublage, et puis donc bien sûr toute l'opération intérieure-extérieure qui sera conduite en parallèle probablement de la restauration des bas-côtés. Grosse opération, celle qui va mobiliser les crédits et les énergies pendant un certain nombre d'années, c'est donc l'opération de restauration de la tour nord, donc dite tour Jean de Bosse, qui comprendrait un programme d'opération sur l'ensemble de l'élévation de la tour, donc à la fois la partie romane et la partie édifiée à partir de 1506 par Jean de Bosse, toute la partie de la flèche flamboyante. Cette opération va forcément se décliner en plusieurs phases d'intervention, en commençant par la partie sommitale de la flèche, à savoir la partie qui est donc en vert. Oui. Donc toute la partie sommitale pour la première phase, donc ça c'est le plus gros morceau. En fait, ça nécessite d'échafauder l'ensemble de la tour, donc 114 mètres de hauteur, sur un échafaudage périphérique qui va rester un certain nombre d'années, puisqu'il permettra de restaurer la partie sommitale, mais ensuite il sera démonté au fur et à mesure pour restaurer tous les parements et toutes les élévations de la tour nord,
avec un projet d'aménagement du parcours de visite dans les Grands Combles par la création d'une nouvelle passerelle d'accueil une plateforme d'accueil pour les visiteurs. Donc la partie qui est la plus délicate, c'est la partie sommitale de la flèche, parce qu'à l'heure actuelle, il n'est pas complètement défini. Si on aura la nécessité de déposer la flèche sur 11 mètres de haut, ou si elle pourra être restaurée sur place. Donc on en est au stade des études. Les études de diagnostic ont été réalisées en 2018, complétées en 2022. Nous en sommes à la phase des études d'avant-projet, avant-projet sommaire, avant-projet définitif. Donc voilà l'état des lieux. Ce qui conditionne un petit peu le parti de restauration, on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir déterminer quelle option sera choisie pour la restauration de la partie sommitale. Et donc les échafaudages vont être conçus comme si on devait déposer les 11 mètres de la flèche. Ensuite se déclineront plusieurs phases avec la restauration des beffrois, les 2 niveaux de beffroi, le niveau de bourdon. Et donc ça nécessite une réfection à neuf de l'ensemble de ces niveaux de beffroi. Et puis tous les parements en élévation de la tour romane. Et enfin, une opération qu'on a dans le viseur, mais dont les études n'ont pas encore débuté, mais c'est une opération qui me tient particulièrement à cœur. C'est la restauration du portail sud que vous avez ici à l'écran. Donc vous voyez dans une présentation aujourd'hui qui n'est pas très satisfaisante, avec des sculptures du XIIIe siècle extrêmement encrassées, très grises. Donc l'idée serait de pouvoir lancer les études préalables en 2025. Et là, nous savons que nous pouvons compter sur le soutien de nos mécènes, qui sont également très enthousiastes à l'idée de lancer cette très belle opération. Donc voilà, on n'en est vraiment qu'au tout début, mais on souhaiterait lancer donc les études dès l'année prochaine. Vous avez compris également que pour chaque opération, donc il faut du temps, le temps de la réalisation d'études diagnostiques, le temps de la réalisation des études de maîtrise d'œuvre, le temps des travaux. Tout cela effectivement nécessite de se poser beaucoup de questions. Madame Diacon hier a bien rappelé que nous étions que les dépositaires de ce patrimoine extraordinaire, donc cela nécessite de notre part d'agir toujours avec prudence et sans hâte. Je sais que parfois on trouve que nous n'allons pas suffisamment vite. Néanmoins, je trouve que voilà, la restauration de la cathédrale est quand même assez spectaculaire. Mais elle nécessite que chaque projet soit mûrement réfléchi, mûrement étudié, que les parties de restauration soient pesées, discutées collégialement, à la fois avec les services patrimoniaux, mais également, Daniel l'a rappelé, avec notre inspection du patrimoine, que je salue au passage, puisqu'elle est très dignement représentée aujourd'hui. Voilà, ce qui explique que toutes ces restaurations se mènent sur le temps long. J'ai bien entendu également hier que nous étions attendus sur une étude d'archéologie du bâti pour la crypte, enfin les cryptes. Donc nous allons aussi entrer ça dans nos programmations d'études et de travaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention.